Le Sahel est une bande de terre qui traverse l'Afrique, située juste au sud du désert du Sahara. C'est une région d'une immense beauté, mais aussi une région en proie à l'instabilité. Depuis 2011, le Sahel est pris dans un tourbillon de conflits. Des coups d'État ont renversé des gouvernements, des puissances étrangères ont accru leur influence et des groupes terroristes ont exploité le chaos. Ce documentaire explore le cœur de cette tourmente. Il examine les racines de la crise, analyse les rôles des acteurs internes et des forces externes et explore les implications pour l'avenir du Sahel. L'histoire du Sahel est celle d'occasions manquées et de promesses non tenues. Après la fin de la guerre froide, l'espoir était que la région embrasserait les réformes démocratiques. Cependant, ces espoirs ont été anéantis par une série de coups d'État et un retour en arrière autoritaire. L'échec de la consolidation des institutions démocratiques a créé un terrain fertile pour l'instabilité. La situation stratégique du Sahel en a fait un pion dans un jeu géopolitique. Les puissances étrangères cherchent depuis longtemps à exercer leur influence dans la région. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis se disputaient le contrôle. Plus récemment, de nouveaux acteurs tels que la Chine, la Russie et la Turquie sont entrés en lice. Le Sahel est devenu une arène de compétition entre grandes puissances. Les populations du Sahel font les frais de la crise. Des millions de personnes ont été déplacées de leur foyer. D'innombrables vies ont été perdues. La situation humanitaire est catastrophique. La crise a également eu un impact dévastateur sur l'économie de la région. Elle a perturbé le commerce et les investissements. Elle a également entraîné une fuite des cerveaux, les travailleurs qualifiés fuyant la violence. L'avenir du Sahel est en jeu. La région est à la croisée des chemins. Une voie mène à davantage de chaos et d'instabilité. L'autre offre une lueur d'espoir pour la paix et la prospérité. Les choix faits par les dirigeants de la région, sa population et la communauté internationale détermineront le sort du Sahel. Le Mali, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, était autrefois un symbole d'espoir. Il avait une fière histoire de démocratie et de stabilité. Mais en 2012, cette image a été brisée. Un coup d'État militaire a plongé le pays dans le chaos. Cela a marqué le début de la descente du Mali dans un tourbillon de conflits et d'ingérences étrangères. Pour comprendre la crise actuelle, il faut se pencher sur les événements qui se sont déroulés en 2012. Ces événements ont déclenché une réaction en chaîne qui continue de se répercuter aujourd'hui. Les racines du coup d'État de 2012 se trouvent dans une interaction complexe de facteurs. Il s'agit notamment de griefs de longue date au sein de la population touareg du nord du Mali. Les Touaregs, un groupe pastoraliste nomade, se sentèrent depuis longtemps marginalisés par le gouvernement malien. Ils se plaignaient de discrimination et de négligence. Ils ont lancé plusieurs rébellions au fil des ans, recherchant une plus grande autonomie. La situation dans le nord du Mali a été encore compliquée par la chute de Mouammar Kadhafi dans la Libye voisine. La disparition de Kadhafi a déclenché un flot d'armes et de combattants à travers le Sahel. Nombre de ces combattants étaient des Touaregs qui avaient combattu dans l'armée de Kadhafi. Ils sont retournés au Mali lourdement armés et aguerris au combat. Le gouvernement malien, dirigé par le président Amadou Toumani Touré, était mal équipé pour faire face à la crise croissante dans le nord. L'armée était faible et démoralisée. La corruption était monnaie courante. L'incapacité du gouvernement à répondre aux griefs des Touaregs a créé un vide. Ce vide a été rapidement comblé par des groupes armés, dont des militants islamistes. En mars 2012,
Un groupe de soldats maliens, frustrés par la gestion de la rébellion Touareg par le gouvernement, a lancé un coup d'État. Ils ont pris le contrôle de la capitale, Bamako, et renversé le président Touré. Les putschistes, dirigés par le capitaine Amadou Sanogo, ont suspendu la Constitution et dissous le gouvernement. Ils ont promis de rétablir l'ordre et d'organiser de nouvelles élections. Le coup d'État a été largement condamné par la communauté internationale. L'Union africaine a suspendu le Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a imposé des sanctions. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont coupé leur aide. Les putschistes ont subi de fortes pressions pour qu'ils rendent le pouvoir à un gouvernement civil. Le coup d'État a cependant eu des conséquences imprévues. Il a encore affaibli l'État malien et encouragé les rebelles touaregs et les militants islamistes. Les rebelles ont profité du chaos pour prendre le contrôle de vastes régions du nord du Mali. Ils ont imposé leur interprétation stricte de la loi islamique, procédant à des amputations, des lapidations et autres atrocités. La chute du nord du Mali aux mains des militants islamistes a envoyé des ondes de choc dans toute la région et au-delà. Elle a fait craindre que le Sahel ne devienne un refuge pour les terroristes. La communauté internationale, déjà aux prises avec les conséquences du printemps arabe, a dû faire face à une nouvelle crise en gestation. En réponse à la crise croissante, la France, ancienne puissance coloniale du Mali, a lancé une intervention militaire en janvier 2013. L'opération Serval, comme on l'appelait, visait à stopper l'avancée des militants islamistes et à rétablir l'intégrité territoriale du Mali. Les troupes françaises, appuyées par des forces aériennes, ont rapidement chassé les militants des principales villes du nord du Mali. L'intervention française a marqué un tournant dans le conflit au Mali. Elle a empêché le pays de s'effondrer aux mains des militants islamistes. Toutefois, elle n'a pas résolu les problèmes politiques et sociaux sous-jacents qui avaient alimenté la crise. Le Mali a continué d'être aux prises avec l'instabilité, l'insécurité et l'intervention étrangère. La période post-coup d'État a été marquée par une série de gouvernements faibles et inefficaces. Les élections de 2013 ont porté Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Keïta, un politicien chevronné, a promis d'unir le pays et de rétablir la sécurité. Cependant, il a eu du mal à tenir ses promesses. La corruption est restée endémique. La situation en matière de sécurité est restée volatile. La rébellion Touareg a continué de couver dans le nord. Les militants, bien qu'affaiblis, n'ont pas été vaincus. Ils se sont regroupés et ont lancé des attaques sporadiques. Le conflit a pris une dimension de plus en plus ethnique, avec des violences de représailles entre différentes communautés. La communauté internationale a versé des milliards de dollars au Mali pour tenter de stabiliser le pays. Les Nations Unies ont mis en place une mission de maintien de la paix, la MINUSMA, en 2013. L'Union européenne a lancé une mission de formation de l'armée malienne. Cependant, ces efforts n'ont eu qu'un succès limité. L'État malien est resté faible. La situation en matière de sécurité est restée précaire. Ces dernières années, le Mali est devenu un point focal de la concurrence géopolitique. La France étant de plus en plus frustrée par l'absence de progrès au Mali, elle a commencé à réduire sa présence militaire. Cela a créé un vide que la Russie n'a pas tardé à combler. La Russie a vu une occasion d'étendre son influence en Afrique et de contrer les intérêts occidentaux. En 2021, la junte militaire malienne, qui avait pris le pouvoir lors d'un coup d'État l'année précédente, a invité le groupe Wagner, une société militaire privée russe, à fournir une assistance en matière de sécurité. Le groupe Wagner,
largement soupçonné d'être lié au Kremlin, a été accusé de violation des droits de l'homme en Syrie, en Ukraine et dans d'autres zones de conflit. L'arrivée du groupe Wagner au Mali a encore compliqué une situation déjà complexe. Elle a accru les tensions avec la France, qui a accusé la Russie de déstabiliser le Sahel. Elle a également suscité des inquiétudes quant aux violations des droits de l'homme et à l'érosion de la souveraineté malienne. La situation au Mali reste fluide et incertaine. Le pays est à la croisée des chemins. Il pourrait continuer sur la voie de l'instabilité et du conflit. Ou bien il pourrait saisir l'occasion de s'attaquer aux causes profondes de la crise et de s'engager sur une nouvelle voie vers la paix et la stabilité. Le Burkina Faso, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, était autrefois une oasis de calme relatif dans une région turbulente. Pendant près de 3 décennies, il a été dirigé par le président Blaise Compaoré, un politicien avisé qui a gardé la main mise sur le pouvoir. Le régime de Compaoré n'a pas été sans défaut. Il a été accusé de corruption et de violation des droits de l'homme. Mais il a également présidé à une période de croissance économique et de stabilité. Le Burkina Faso, sous Compaoré, était considéré comme un allié occidental fiable dans la lutte contre le terrorisme. Cependant, le régime de Compaoré a pris fin brutalement en 2014. Des manifestations de masse ont éclaté après qu'il a tenté de modifier la Constitution pour prolonger son mandat. Les manifestations, alimentées par des années de frustration accumulées face au régime autoritaire de Compaoré, l'ont contraint à fuir le pays. Son départ a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Il a inauguré une période d'instabilité politique et d'escalade de la violence. L'ère post-Compaoré a été marquée par une série de gouvernements fragiles et une recrudescence des attaques djihadistes. Les régions du nord et de l'est du pays, à la frontière du Mali et du Niger, sont devenues des foyers d'activités extrémistes. Des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont exploité la porosité des frontières du pays et la faiblesse des forces de sécurité pour s'y implanter. Ils ont lancé des attaques de plus en plus audacieuses, ciblant les forces de sécurité, les bâtiments gouvernementaux et les civils. Les racines de la crise sécuritaire au Burkina Faso sont complexes et multiformes. Elles s'expliquent notamment par le débordement du conflit au Mali voisin, où les groupes djihadistes avaient pris pied après le coup d'État de 2012. Elles s'expliquent également par des griefs de longue date au sein de la population du nord du Burkina Faso, qui se sentait marginalisée et négligée par le gouvernement central. La faiblesse de l'économie du pays, les niveaux de pauvreté élevés et la corruption généralisée ont encore exacerbé la situation. La situation sécuritaire au Burkina Faso s'est rapidement détériorée dans les années qui ont suivi l'éviction de Compaoré. Les forces de sécurité du pays, mal équipées et mal formées, ont eu du mal à contenir l'insurrection croissante. La réponse du gouvernement a souvent été lente et inefficace, entravée par la corruption et le manque de coordination. La violence a déplacé des centaines de milliers de personnes, créant une crise humanitaire. En 2015, une nouvelle constitution a été adoptée, ouvrant la voie à des élections démocratiques. Roch Marc Christian Kaboré, ancien Premier ministre sous Compaoré, a été élu président. Kaboré a promis de rétablir la sécurité et de s'attaquer aux problèmes économiques du pays. Cependant, il était confronté à une tâche ardue. L'insurrection djihadiste a continué de se propager et l'économie est restée stagnante. Les efforts du gouvernement Kaboré pour lutter contre l'insurrection ont été entravés par un certain nombre de facteurs. Parmi ceux-ci, citons le manque de ressources, le manque de coordination entre les forces de sécurité et l'incapacité à s'attaquer aux causes profondes du conflit. Les tactiques antiterroristes musclées du gouvernement, qui ont souvent donné lieu à des arrestations arbitraires
et à des exécutions extrajudiciaires ont aliéné les populations locales et poussé certaines d'entre elles dans les bras des insurgés. Alors que la situation sécuritaire se détériorait, la frustration du public à l'égard du gouvernement Kaboré s'est accrue. Des manifestations ont éclaté, exigeant des mesures contre les insurgés et la fin de la corruption. Le gouvernement a réagi par un mélange de répression et de promesses de réforme. Mais c'était trop peu, trop tard. En janvier 2022, un groupe de soldats a lancé un coup d'État, renversant Kaboré et suspendant la Constitution. Le coup d'État au Burkina Faso a été condamné par la communauté internationale. L'Union africaine et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont suspendu le Burkina Faso. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont coupé leur aide. Les putschistes, dirigés par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ont promis de rétablir la sécurité et d'organiser des élections dans un délai raisonnable. Cependant, le coup d'État n'a pas permis d'endiguer la violence. En fait, la situation sécuritaire au Burkina Faso n'a fait qu'empirer depuis que Damiba a pris le pouvoir. L'insurrection djihadiste s'est étendue et le nombre d'attaques a augmenté. Le pays est désormais confronté à une véritable crise humanitaire, avec plus d'1,5 million de personnes déplacées. Le coup d'État au Burkina Faso est le symptôme d'une crise plus large au Sahel. La région est confrontée à une vague de violence djihadiste sans précédent, alimentée par la pauvreté, les inégalités et la faiblesse de la gouvernance. La communauté internationale a du mal à trouver des solutions efficaces et la situation devrait encore se détériorer dans les années à venir. La crise au Burkina Faso a des implications régionales. Le pays est un point de transit essentiel pour les armes et les combattants, et l'instabilité qui y règne s'est étendue aux pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. La communauté internationale doit agir maintenant pour empêcher que le Sahel ne devienne un refuge pour les terroristes et une source d'instabilité pour toute la région. Le Niger, vaste pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, a longtemps été considéré comme un rempart contre l'instabilité au Sahel. Bien qu'il soit confronté à son lot de difficultés, notamment la pauvreté, la corruption et les sécheresses récurrentes, le Niger avait réussi à maintenir un semblant de gouvernance démocratique et de coopération sécuritaire avec les puissances occidentales. Il s'est positionné comme un allié clé dans la lutte contre le terrorisme, accueillant des bases militaires étrangères et s'associant aux forces internationales. Cependant, sous cette façade de stabilité, couvaient des griefs profonds et un mécontentement latent. Le paysage politique du pays était entaché d'allégations de corruption, d'irrégularités électorales et d'un manque de possibilités économiques pour la majorité de sa population. La présence de forces militaires étrangères, bien qu'elle vise à renforcer la sécurité, a également alimenté un sentiment anti-occidental au sein de certaines franges de la société. La situation géographique du Niger, au cœur du Sahel, a encore aggravé ces difficultés. Il s'est retrouvé en première ligne de la lutte contre les groupes djihadistes, ses frontières étant poreuses aux mouvements de militants et aux trafics illicites. Le débordement des conflits au Mali et au Burkina Faso voisins a exacerbé la situation sécuritaire, mettant à rude épreuve les forces de sécurité du pays, déjà débordées. Ces dernières années, le Niger a assisté à une érosion progressive des normes démocratiques et à un rétrécissement de l'espace politique. La répression exercée par le gouvernement à l'encontre de la dissidence, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, a suscité l'inquiétude des organisations de défense des droits de l'homme. Ce rétrécissement de l'espace civique a encore alimenté la frustration du public et créé un environnement propice aux troubles. Ce coup d'État a provoqué une onde de choc dans toute la région et au-delà. Le 26 juillet 2023,
l'armée nigérienne a pris le pouvoir, renversant le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Le coup d'État, dirigé par le général Abdourahmane Tchiani, chef de la garde présidentielle, a marqué un tournant dramatique pour un pays qui était salué comme un modèle de stabilité dans une région volatile. Les putschistes ont invoqué la détérioration de la sécurité et la corruption présumée du gouvernement pour justifier leurs actes. Les puissances occidentales appelant à la libération immédiate et à la réintégration du président Bazoum. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union africaine, la communauté internationale a rapidement condamné le coup d'État. Des sanctions ont été imposées au Niger et la CEDEAO a menacé de recourir à une intervention militaire, mais la junte s'y est opposée. Le coup d'État au Niger n'était pas un incident isolé, mais plutôt le reflet d'une tendance plus large au recul démocratique et aux prises de pouvoir militaires qui sévit dans la région du Sahel ces dernières années. L'influence croissante des groupes extrémistes, la pauvreté endémique et la corruption généralisée. Les causes profondes de cette instabilité sont complexes et interdépendantes, notamment la faiblesse de la gouvernance. Le coup d'État a soulevé de profondes questions quant à l'avenir de la démocratie et de la stabilité au Niger et dans la région du Sahel au sens large. Il a également mis en évidence les limites des interventions militaires étrangères pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité et les conséquences imprévues du soutien au régime fragile. Le coup d'État au Niger a eu des répercussions bien au-delà des frontières du pays, déclenchant un séisme géopolitique susceptible de remodeler l'équilibre des pouvoirs dans la région. Il a mis en évidence les failles de la stratégie sécuritaire de l'Occident au Sahel et a enhardi d'autres acteurs qui se disputent l'influence dans la région, notamment la Russie. Les ouvertures de la junte à la Russie et à ses alliés, y compris le groupe Wagner, ont laissé entrevoir un possible changement d'alliance et ont suscité des inquiétudes quant à l'expansion de l'influence russe en Afrique. Le coup d'État a donné à la Russie l'occasion d'exploiter le sentiment anti-occidental croissant au Sahel et de faire avancer ses intérêts géopolitiques dans la région. Le groupe Wagner, déjà présent au Mali voisin, n'a pas tardé à proposer ses services aux nouveaux dirigeants militaires du Niger. Cela a déclenché des signaux d'alarme dans les capitales occidentales, notamment à Paris, qui jouent un rôle majeur au Sahel depuis des décennies. Les États-Unis, également un partenaire clé en matière de sécurité au Sahel, se sont retrouvés dans une position délicate. L'administration Biden, qui avait fait du renforcement des liens avec les gouvernements démocratiquement élus en Afrique une priorité, a été contrainte de revoir sa stratégie dans la région. Le coup d'État au Niger a mis en évidence les difficultés à concilier les intérêts en matière de sécurité et la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Les retombées géopolitiques du coup d'État au Niger sont encore en train de se déployer, mais il est clair que cet événement a créé une nouvelle réalité au Sahel. La région est désormais à la croisée des chemins, avec la possibilité d'une nouvelle instabilité et de nouveaux conflits ou d'un réalignement des alliances et d'un changement dans l'équilibre des pouvoirs régionaux. La descente aux enfers du Sahel nous rappelle la nature complexe et souvent contre-productive de l'intervention étrangère. Pendant des décennies, des acteurs extérieurs ont cherché à façonner le destin de la région, mus par un mélange d'intérêts stratégiques, d'ambitions économiques et de préoccupations humanitaires. Pourtant, malgré des milliards de dollars d'aide et d'innombrables interventions militaires, le Sahel reste embourbé dans l'instabilité et la violence. L'héritage de l'intervention étrangère est une tapisserie tissée de bonnes intentions et de conséquences imprévues. L'intervention française au Mali, lancée en 2013, constitue une étude de cas sur les complexités de l'engagement étranger. L'opération Serval, comme on l'appelait initialement, a été largement saluée comme un succès,
les troupes françaises ayant rapidement repoussé les militants islamistes en progression et empêché l'effondrement de l'État malien. Cependant, l'intervention a également eu des conséquences imprévues. Elle a favorisé une dépendance à l'égard des forces étrangères, sapant la capacité et la volonté de l'armée malienne de relever ses propres défis en matière de sécurité. De plus, la présence française, malgré sa popularité initiale, s'est progressivement transformée en source de ressentiment au sein de certaines couches de la population malienne. Le sentiment anti-français s'est développé, alimenté par des perceptions de néocolonialisme et par la conviction que la France était plus soucieuse de protéger ses propres intérêts que de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité du Mali. Ce ressentiment croissant a ouvert la voie à d'autres acteurs extérieurs, notamment la Russie, pour faire des percées. L'arrivée du groupe Wagner au Mali, à l'invitation de la junte malienne, a marqué un tournant dans le paysage géopolitique du Sahel. Elle témoigne de l'appétit croissant de la Russie pour l'influence en Afrique et de sa volonté de contester la domination occidentale dans la région. Cependant, la présence du groupe Wagner a été accueillie par des accusations de violation des droits de l'homme et de manque de transparence dans ces opérations, ce qui complique encore une situation déjà volatile. Les États-Unis, autrefois une force dominante au Sahel, ont adopté une approche plus passive ces dernières années, réduisant leur présence militaire et se concentrant sur les efforts de lutte contre le terrorisme. Cependant, l'instabilité croissante dans la région, associée à l'essor de la Chine en tant qu'acteur économique majeur, a contraint Washington à revoir sa stratégie. L'administration Biden a fait part d'un regain d'intérêt pour l'Afrique, mais il reste à voir si cela se traduira par une approche plus cohérente et plus efficace face aux défis multiformes du Sahel. Le Sahel se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, confronté à un concours de pression interne et externe qui menace de démanteler davantage le tissu social déjà fragile de la région. Les coups d'État, les insurrections djihadistes, le changement climatique et la concurrence entre grandes puissances ont créé une véritable tempête d'instabilité, laissant les populations du Sahel aux prises avec l'incertitude et un sentiment de mauvais augure quant à l'avenir. La voie à suivre est semée d'embûches, mais au milieu de la tourmente, des lueurs d'espoir persistent. La récente vague de coups d'État, du Mali au Burkina Faso en passant par le Niger, a mis en évidence la fragilité des institutions démocratiques dans la région et l'attrait du régime militaire, perçu comme une solution aux griefs profonds. Si les putschistes ont justifié leurs actions en invoquant la corruption, l'insécurité et le manque de perspectives économiques, leur prise de pouvoir n'a fait qu'exacerber les tensions existantes, entraînant davantage d'instabilité et de violence. L'insurrection djihadiste, une menace persistante depuis plus d'une décennie, continue de jeter une ombre sur le Sahel. Les groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont exploité les griefs locaux, attisé les tensions intercommunautaires et profité de la faiblesse de la gouvernance pour étendre leur influence. Leurs tactiques brutales, qui visent à semer la terreur et à saper l'autorité de l'État, ont déplacé des millions de personnes et alimenté une crise humanitaire d'une ampleur effroyable. À ces défis s'ajoute l'impact croissant du changement climatique, un facteur multiplicateur de menaces qui exacerbe les vulnérabilités existantes. La hausse des températures, l'irrégularité des précipitations et la désertification ont intensifié la concurrence pour les ressources rares, en particulier entre agriculteurs et éleveurs, entraînant conflits et déplacements. Le Sahel, déjà aux prises avec la pauvreté et l'insécurité alimentaire, est confronté à une bataille difficile pour s'adapter à ces changements environnementaux. Pourtant, malgré ces défis de taille, l'histoire du Sahel n'est pas celle d'un désespoir
inéluctable. La résilience de ces populations, leur force d'âme face à l'adversité, constituent une lueur d'espoir. Dans toute la région, des organisations de la société civile, des chefs communautaires et de simples citoyens travaillent sans relâche à la construction de la paix, à la promotion de la réconciliation et à la défense de la bonne gouvernance. Leurs efforts, souvent entrepris au péril de leur vie, constituent une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Le sort du Sahel est un ensemble complexe de défis interconnectés qui exigent une approche multiforme et nuancée pour rétablir la stabilité. Il n'y a pas de solution miracle, pas de baguette magique qui puisse panser instantanément les blessures des conflits, de la pauvreté et des échecs de la gouvernance. Au lieu de cela, un effort soutenu et coordonné est nécessaire, un effort qui s'attaque aux causes profondes de l'instabilité tout en donnant aux acteurs locaux les moyens de façonner leur propre destin. La pierre angulaire de toute stratégie efficace doit être la priorité accordée à la bonne gouvernance et au renforcement des institutions démocratiques. L'attrait des prises de pouvoir militaires, souvent présenté comme une solution rapide aux échecs perçus des dirigeants civils, s'est avéré être un mirage, conduisant à davantage d'instabilité et de répression. La communauté internationale devrait user de son influence diplomatique et économique pour encourager un retour à l'ordre constitutionnel dans les pays qui ont connu des coups d'État, tout en soutenant les organisations de la société civile qui œuvrent à la promotion de la transparence, de la responsabilité et du respect des droits de l'homme. Il est tout aussi crucial de s'attaquer aux griefs socio-économiques sous-jacents qui alimentent l'instabilité. La pauvreté, le manque de perspective et l'inégalité d'accès aux ressources créent un terrain fertile pour le recrutement des extrémistes et exacerbent les tensions intercommunautaires. Investir dans l'éducation, la santé et le développement économique, en particulier dans les communautés marginalisées, n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi une nécessité stratégique. Il est essentiel de donner aux communautés locales les moyens de participer au processus de prise de décision qui affecte leur vie afin de renforcer la confiance et de favoriser une paix durable. La dimension sécuritaire de la crise au Sahel ne peut être ignorée, mais elle doit être abordée dans une perspective à long terme qui aille au-delà des solutions militaires à court terme. Si les efforts de lutte contre le terrorisme sont nécessaires pour contenir la menace immédiate que représentent les groupes djihadistes, ils doivent être menés dans le respect des droits de l'homme et d'une manière qui évite d'aliéner les populations locales. Il est primordial de renforcer les capacités et le professionnalisme des forces de sécurité nationale, tout en assurant un contrôle civil et la responsabilité de ces dernières. Il est tout aussi important de s'attaquer à la dimension transfrontalière de la menace par un renforcement de la coopération régionale et du partage des renseignements. Le destin du Sahel est en définitive entre les mains de ces populations. Les acteurs extérieurs peuvent jouer un rôle de soutien, mais ils doivent résister à la tentation d'imposer des solutions de l'extérieur. Ils devraient plutôt adopter une approche de partenariat en travaillant avec les gouvernements locaux, les organisations de la société civile et les chefs communautaires pour élaborer et mettre en œuvre des solutions impulsées localement. Le Sahel a suffisamment souffert des conséquences imprévues d'interventions bien intentionnées, mais mal avisées. Il est temps d'adopter une nouvelle approche, une approche qui donne la priorité à l'appropriation locale, au développement durable et à la recherche de la paix et de la prospérité pour tous. La région du Sahel se trouve à la croisée des chemins, en équilibre précaire entre l'espoir et le désespoir. La convergence des coups d'État, des insurrections djihadistes, du changement climatique et de la concurrence entre grandes puissances a créé une véritable tempête d'instabilité, laissant la région aux prises avec un avenir incertain.
La route qui s'ouvre devant elle est semée d'embûches, mais au milieu de la tourmente, des lueurs d'espoir persistent. La récente vague de coups d'État, du Mali au Burkina Faso en passant par le Niger, a mis en évidence la fragilité des institutions démocratiques au Sahel. L'attrait du régime militaire, souvent présenté comme une panacée contre la corruption et l'insécurité, s'est avéré être une dangereuse illusion. Ces prises de pouvoir n'ont fait qu'aggraver les divisions existantes, éroder la confiance dans la gouvernance et exacerber les problèmes qu'elles étaient censées résoudre. L'insurrection djihadiste, une menace persistante depuis plus d'une décennie, continue de jeter une ombre sur le Sahel. Les groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont exploité les griefs locaux, attisé les tensions intercommunautaires et profité de la faiblesse de la gouvernance pour étendre leur emprise. Leurs tactiques brutales, qui visent à semer la terreur et à saper l'autorité de l'État, ont déplacé des millions de personnes et alimenté une crise humanitaire d'une ampleur effroyable. À ces défis s'ajoute l'impact croissant du changement climatique, un facteur aggravant qui exacerbe les vulnérabilités existantes. La hausse des températures, l'irrégularité des précipitations et la désertification ont intensifié la concurrence pour les ressources rares, en particulier entre agriculteurs et éleveurs, entraînant conflits et déplacements. Le Sahel, déjà aux prises avec la pauvreté et l'insécurité alimentaire, est confronté à une bataille difficile pour s'adapter à ces changements environnementaux. Pourtant, malgré ces défis de taille, l'histoire du Sahel n'est pas celle d'un désespoir inéluctable. La résilience de ces populations, leur force d'âme face à l'adversité, constituent une lueur d'espoir. Dans toute la région, des organisations de la société civile, des chefs communautaires et de simples citoyens travaillent sans relâche à la construction de la paix, à la promotion de la réconciliation et à la défense de la bonne gouvernance. Leurs efforts, souvent entrepris au péril de leur vie, constituent une lueur d'espoir au milieu des ténèbres.